Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir un peu le théorème de la bijection et comment s'en servir dans un exercice pratique. Donc nous allons commencer par définir c'est quoi le théorème de la bijection, voir les outils dont on a besoin pour montrer qu'une fonction est bijective ou pas, et ensuite on terminera par un petit exemple. Et donc c'est parti. La première chose qui doit vous venir à l'esprit lorsqu'on vous demande en fait d'appliquer le théorème de la bijection dans un exercice, c'est la notion des continuités et la notion de stricte monotonie. Alors, c'est quoi la stricte monotonie et c'est quoi la continuité? Bon, la continuité, vous le savez, lorsqu'une fonction est dérivable, donc si f est dérivable sur un intervalle i, cela implique que f est continu sur i. Ou du moins, les fonctions, on utilise aussi les fonctions usuelles, c'est-à-dire les fonctions polynômes, les fonctions logarithmes et les fonctions exponentielles et les fonctions trigo. Donc, voici un peu les fonctions de référence qu'on va utiliser pour essayer de montrer qu'une fonction est continue sur un intervalle ou pas. Parce que ces fonctions-là, on connaît déjà leurs propriétés et c'est de là qu'on va toujours partir pour justifier la continuité d'une fonction. De même, on va aussi justifier la dérivabilité d'une fonction en s'appuyant sur les fonctions de référence dites usuelles. D'accord? Donc, pour ce qui concerne la dérivabilité et la continuité, c'est-à-dire que on peut montrer qu'une fonction est dérivable et en déduire qu'elle est continue, mais lorsqu'une fonction est continue, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est dérivable. Donc ça, c'était un petit point que je t'aidais à souligner. Donc voici pour ce qui est de la continuité. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un like et de partager la vidéo et surtout, dis-moi ce que tu en penses en commentaire sur le sujet. On continue, on va maintenant parler de la stricte monotonie. Alors, c'est quoi la monotonie d'abord? Alors, il faut savoir que la monotonie d'une fonction, c'est tout simplement le sens de variation. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle monotonie. Donc, vous savez qu'une fonction, à notre niveau, au lycée, bien évidemment, lorsque nous sommes en terminale ou bien en première, on sait que les variations d'une fonction qu'on a vu, c'est que si on a une fonction f, donc la fonction peut être soit croissante ou décroissante ou constante. Voilà. Et donc, dans ces différentes variations-là, on a aussi des variations strictes, c'est-à-dire qu'une fonction autant pour moi, peut être strictement croissante, décroissante et constant, ça va rester constant dans tous les cas. Donc la notion de strict s'applique que lorsqu'il s'agit de la croissance ou de la décroissance. Et on peut avoir une fonction qui est croissante puis décroissante. Inversement, on peut avoir une fonction qui est décroissante puis croissante sur un intervalle bien donné. D'accord? Donc voici un peu les différents cas de figure que nous avons. Alors, donc, nous, le cas qui va nous intéresser ici, c'est le cas de la stricte décroissance ou de la stricte croissance. Et donc, c'est de là qu'on parle de la stricte monotonie. Donc, quand on parle de la stricte monotonie, c'est pour dire que la fonction, donc, stricte monotonie implique que la fonction est soit strictement décroissante ou bien elle est strictement croissante sur un intervalle bien défini. Donc, voilà un peu ce à quoi on fait allusion lorsqu'on parle de la stricte monotonie. Donc, une fois que je planté le décor sur ces petits rappels, nous allons maintenant étudier ce théorème. Allons-y, étudions le théorème de la bijection. Donc, lisons l'énoncé. On nous dit, soit f une fonction numérique et i un intervalle de r. Si f est continue et est strictement monotone sur i, alors elle réalise une bijection de i vers j qui est égale à f de i. Voilà. Donc ici, je dois encore vous parler d'une notion qui est certainement nouvelle, surtout lorsqu'on arrive en terminale, la notion de l'image d'un intervalle. L'image d'un intervalle, c'est quoi? C'est tout simplement, donc je vais prendre dans notre cas par exemple, si j'ai un intervalle i qui va par exemple de a à b, d'accord? Donc ici, on a a qui est inférieur à b, donc a et b c'est des réels bien entendu. Donc j'ai une fonction f bien évidemment, donc je vais prendre f, une fonction définie sur i. Donc si je veux l'image de l'intervalle i par f, donc je dois calculer f de i. Et f de i, ce n'est rien d'autre que, puisque ici j'ai ouvert les crochets, donc ça implique que l'image de i de cet intervalle-là, ce n'est rien d'autre que la limite quand x tend vers, et l'autre intervalle ici, c'est la limite quand x tend vers b de f. Et cette condition-là, elle est respectée quand? Au moment où on connaît, donc il faut d'abord connaître les variations de f. Donc, connaissance
des variations de f. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va calculer l'image, en fait, il y aura la notion d'ordre. D'accord? Donc, comme il y a la notion d'ordre, ça veut dire qu'on doit d'abord savoir si f est croissante ou si f est décroissante. Donc, si f est croissante, alors l'image de cet intervalle-là par la fonction f restera la même chose, puisque ici, lorsqu'une fonction est croissante, l'ordre ne change pas. Donc, on aura l'image de f, l'image de i par f, ce sera bel et bien cette image que je vous ai mise ici. En revanche, si f est décroissante, là, en ce moment, l'image de i par f sera donc bien évidemment toujours f de i. Donc là, par contre, l'ordre va changer puisque de base, a est inférieur à b. Donc, puisque f est décroissante, en fait, on aura f de a qui sera supérieur à f de b. Et donc, puisque vous savez que dans les intervalles, il y a la notion d'ordre, donc ça veut dire qu'on aura d'abord la limite quand x tend vers a de f de a. Je dis même de f de a. On aura d'abord donc la limite quand x tend vers b de f et on aura la limite quand x tend vers a de f pour respecter l'ordre. Donc maintenant, si c'est un intervalle strictement ouvert, comme c'est le cas pour nous ici, l'image d'un intervalle ouvert, c'est aussi un intervalle ouvert. Si l'intervalle est fermé, d'accord? Donc, si i est un intervalle fermé, donc dans ce cas, on aura i qui sera égal à a, b, et l'image sera aussi donc un intervalle fermé. Donc, maintenant, je pense que voilà, j'ai donné tout ce qu'il fallait savoir. Donc, en fait, vous jouez seulement avec ça. Et donc, si vous savez que si c'est l'image, voilà, je dois préciser ça aussi. Et donc, vous savez que si l'intervalle est par exemple fermé, au niveau de l'image, on va calculer directement f de a et f de b. Maintenant, on va regarder l'ordre. Donc, comme j'ai dit, l'ordre vient du sens des variations de la fonction. Donc, maintenant, si a et b sont l'infini, là, en ce moment, vous allez calculer les limites et ça va revenir au cas qui est ici. Donc, par contre, si a et b, ce sont des réels, donc vous faites ce qu'on a fait tout à l'heure. Et donc, trêve de bavardage, on continue. Donc, maintenant, on va passer à la conséquence du théorème de la bijection. Nous avons deux principales conséquences. La première est la suivante. Donc, on nous dit, si f est une fonction bijective, alors sa bijection réciproque f-1 l'est aussi. Ça, c'est la plus évidente qui soit. D'accord? Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que f-1, pardon, a les mêmes propriétés que f. D'accord? Parce que f-1, c'est la bijection réciproque de f. On poursuit, on dit, dans ce cas, f-1 réalise une bijection de f de i sur i. On peut dire sur i ou vers i, c'est la même chose. Hein? D'accord? Et f-1 a le même sens des variations que f. Donc, c'est ce que je viens de vous résumer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on voit maintenant, la seule différence, c'est que f-1 va réaliser sa bijection d'où? De f de i, donc l'intervalle que j'ai appelé j, vers i. Et f-1 a le même sens de variation que f en d'autres termes. Donc, si f est croissante, ça implique que f-1 l'est aussi. Donc, ça veut dire que f-1 est croissante. Et donc, si f est décroissante, ça implique que f-1 aussi est décroissante. C'est tout ce que ça veut dire. Une fois qu'on a dit ça, la première conséquence, je pense que c'est bon. Deuxième conséquence, on nous dit les représentations graphiques de f et f-1 dans un repère orthonormé sont symétriques par rapport à la première bisectrice. C'est-à-dire, la droite d'équation x égale, la droite d'équation x, c'est-à-dire la droite d'équation y égale à x. Donc, vous savez que la droite d'équation y égale à x, c'est la première bisectrice dans un repère. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un repère orthonormé et je trace la première bisectrice, d'accord? Maintenant, je vais, par exemple, prendre l'exemple d'une fonction. Je vais tracer juste au hasard. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir une fonction qui est là. Ça, on va appeler par exemple la courbe de f. Donc maintenant, si je veux la bijection réciproque de cette fonction, ça va être quelque chose qui sera symétrique par rapport à cette droite-là. Donc en d'autres termes, ça veut dire quoi? Je vais prendre des points sur cette courbe, d'accord? Et je vais tracer la perpendiculaire par rapport à la première bisectrice. Donc ici, par exemple, je vais tracer comme ça. Alors là, je n'ai pas le matériel pour le faire, mais l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que je vais tracer des perpendiculaires. Non, c'est pas perpendiculaire, c'est à peu près là. Oh. Bon, on va laisser ça comme ça. En tout cas, on va tracer des perpendiculaires et par la suite, on va
conserver les distances. C'est-à-dire que je dois avoir la distance qui est ici, doit être la même qu'il y a ici. Donc, on sera à peu près. Donc, pour le cas d'espèce, on sera à peu près là. Et pour l'autre, on sera à peu près là. Là, on va un peu se rapprocher, je crois à peu près là. Et là, on s'éloigne un peu. Donc, si je trace, en fait, les points blancs, vous voyez que on aura à peu près une allure comme ça. Et donc ici c'est CF-1. Donc voici comment on trace la bijection réciproque. Donc, et c'était juste une explication de la deuxième conséquence. Donc puisque l'exemple vaut mieux que la leçon, donc nous allons voir tout de suite un exemple. C'est parti. On nous dit soit f de x, la fonction x moins 1, le tout divisé par 2x plus 3. Donc, la première question nous demande de montrer que f réalise une bijection de moins 3,5 à plus l'infini vers un intervalle j que l'on précisera. Et la deuxième question nous demande de déterminer sa réciproque et de les représenter dans un repère orthonormé. Donc, on va répondre question par question. Pour montrer que f réalise une bijection de l'intervalle que je vais appeler ici vers un intervalle j qu'on doit préciser, il faut passer par deux étapes principales. Donc, la première étape, c'est la continuité et la seconde étape, c'est la stricte monotonie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, voici ce que nous allons vérifier. Donc, en ce qui concerne la continuité, nous savons que cette fonction est une fonction rationnelle. D'autres termes, c'est un quotient de deux fonctions polynômes. Or, qu'est-ce qu'on sait sur les fonctions polynômes? Ben, on sait que toutes les fonctions polynômes sont continues. Donc, en d'autres termes ici, on va tout simplement dire que les fonctions qui à tout x associent x moins 1 et 2x plus 3 sont des fonctions polynômes. Donc, elles sont continues sur R et en particulier sur I. Donc, les fonctions qui à tout x associent x moins 1 et 2x plus 3 sont des fonctions polynômes. Donc, elles sont continues sur R et en particulier sur I. Donc, voici un peu la rédaction que vous devez faire pour justifier la continuité de fonctions qu'on nous demande d'étudier. Donc, une fois que c'est fait, je m'en vais tout de suite chercher la stricte monotonie. Donc, pour la stricte monotonie, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du sens des variations. Et les variations, on les obtient comment? En dérivant la fonction. Donc, ici, c'est l'idée de dériver. Alors, avant de dériver une fonction, vous savez que nous devons aussi justifier la dérivabilité de celle-ci. Or, ici, nous allons donc adopter la même rédaction que nous avons fait ici pour la continuité. Pourquoi? Car ce sont des fonctions polynômes. Donc, nous allons dire ici, donc, dérivabilité. Donc, j'essaie d'aller doucement pour vous montrer comment toutes les étapes se passent. Donc, pour justifier la dérivabilité, on va dire la même chose ici, c'est-à-dire que les fonctions qui à x associent x moins 1 et qui à x associe 2x plus 3, donc, sont dérivables sur R, car ce sont des fonctions polynômes. Donc, ça veut dire que f est dérivable comme quotient des fonctions qui le sont sur I, tout simplement. Voici la rédaction. Donc, ici aussi, au niveau de la continuité, j'ai oublié de conclure pour dire ici que f est continu sur I. Donc, une fois que nous avons rédigé cela, ça devient facile. Pourquoi? Mais parce que là, je peux dériver. Donc, quel que soit x appartenant à I, on sait que f' de x existe. Donc, je peux dériver. f' de x, c'est... Donc, nous avons la forme u sur v. Donc, u sur v', si je dérive ça, c'est u' v moins u v', le tout divisé par v au carré. Donc, j'applique la formule ici avec u égale à x moins 1. Et v égale à 2x plus 3. Donc, si je dérive u, j'obtiens 1. Je multiplie 1 par 2x plus 3, moins la dérivée de 2x plus 3, c'est 2, facteur de x moins 1. Le tout divisé par 2x plus 3, le tout au carré. Et donc, si je simplifie ça, j'obtiens finalement 5 sur 2x plus 3, le tout au carré. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que f' de x, donc quel que soit x appartenant à R, pardon, pas à R, à I, 2x plus 3 est différent de 0. Ça implique que 2x plus 3, le tout au carré, est strictement positif. Et 5, on sait aussi que c'est positif, donc ça implique que f' de x est strictement positif et donc f est strictement croissante sur I. Donc, je vais récapituler ce que nous avons fait tout à l'heure. Donc, on a prouvé que f est continu sur I et on a aussi montré que f
est strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante. Donc ces deux choses-là, d'après le théorème de la bijection, me permettent de dire que f réalise une bijection de i vers f de i, que nous avons appelé j. Donc, il ne nous reste plus qu'à déterminer f de i. Pour déterminer f de i, c'est là que la notion de l'image d'un intervalle intervient. D'accord? Et je l'ai expliqué en début de vidéo. Donc, puisque f est strictement croissante sur i, donc, ça implique quoi? Ça implique la conservation de l'ordre. Donc, il y a conservation de l'ordre. Ça veut dire qu'en d'autres termes, si j'ai a et b, deux nombres réels ou deux nombres qui appartiennent à i tel que a soit inférieur à b, eh bien cela implique que f de a sera toujours inférieur à f de b, qu'on appelle la conservation de l'ordre, c'est-à-dire que l'ordre ne change pas, les images sont rangées dans le même ordre que les antécédents. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque l'intervalle est ouvert, on calcule la limite. Donc c'est la limite quand x tend vers, donc je calcule les limites, moins 3 demi à droite de x moins 1 sur 2x plus 3, ben ça va me donner moins l'infini. Pourquoi ça me donne moins l'infini? Parce que, donc je justifie, car limite quand x tend vers moins 3 demi, et x moins 1 c'est moins 3 demi moins 1 c'est moins 3 moins 2 sur 2, donc moins 3 moins 2 c'est moins 5 demi. Et donc ce nombre là est négatif bien évidemment, et la limite quand x tend vers 3 moins 3 demi plus les 2x plus 3, ça va me donner 0 plus. Pourquoi? Parce que vous savez que la fonction qui a x associé 2x plus 3 s'annule en x égale à moins 3 demi. Et c'est une fonction affine. Qui dit fonction affine, ça veut dire que c'est une fonction qui est strictement croissante. Et donc, comme c'est une fonction qui est strictement croissante, si je mets mon repère, donc on sera croissante de moins l'infini jusqu'à moins 3 demi. Donc au niveau des moins 3 demi, ben, on va passer dans la partie supérieure. Donc on sera négatif ici et ici on sera positif. Donc ça veut dire que le 0 là c'est un 0 plus. C'est la raison pour laquelle je trouve donc que 5 demi sur 0 plus c'est moins l'infini. Pourquoi? Parce que vous savez que réel sur 0 c'est infini et donc le signe est donné par le réel qui est au numérateur ou au dénominateur. D'accord? Maintenant pour la limite en plus l'infini, vous savez que c'est classique. Donc, vous savez que la limite en l'infini, on prend le monôme le plus haut degré. Donc, ici, c'est la même limite que celle de x sur 2x. Et là, je peux simplifier par x, j'obtiens 1 demi. Alors, je simplifie par x, pourquoi? Parce que lorsqu'on calcule une limite qui tend vers plus l'infini, par définition, x est supérieur à 0. C'est-à-dire qu'on peut supposer que x est supérieur à 0 parce que quand on parle de l'infini, c'est un nombre qui est grand. Voilà, donc. Déjà, donc quand on parle de plus l'infini, ça veut dire qu'on part vers des nombres positifs très grands. Donc x ne peut jamais être nul. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de faire la simplification de x par x ici. Et donc j'obtiens 1 demi. Donc finalement, mon intervalle j, ce sera moins l'infini et jusqu'à 1 demi. Et vous voyez que il y a la cohérence de l'ordre parce qu'on part toujours des moins l'infini vers des nombres positifs. Donc, ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé. Ce qui termine la première question. Question 2. On nous demande de déterminer la réciproque puis de représenter dans le repère orthonormé. Donc, pour faire la détermination de la réciproque, on pose f de x égale à y. Donc, pourquoi? Parce que l'objectif ici, c'est de déterminer x en fonction de y. C'est tout. Donc ici, ça équivaut à dire x moins 1 sur 2x plus 3 égale à y. Ce qui équivaut à dire que x moins 1, donc en faisant le produit en croix, bien évidemment, vous l'avez compris. Donc x moins 1 serait égal à 2x plus 3 facteur de y. Donc ici, je peux factoriser par x, j'obtiens x facteur de 1 moins 2y qui sera égal à 3y plus 1. Finalement, x sera égal à 3y plus 1, le tout divisé par 1 moins 2y. Or, nous savons que y c'est une variable muette, d'accord? Donc, qui dit variable muette, qui dit que on peut remplacer y par n'importe quelle lettre qu'on veut. Donc finalement, l'expression réciproque de f, c'est-à-dire f moins 1 de x, sera tout simplement égal à 3x plus 1, le tout divisé par 1 moins 2x. Et c'est en fait ce qui donc termine le premier volet de la question 2. Donc j'ai rappelé les deux expressions des fonctions que nous avons. Donc là c'est la fonction f de x et ici nous avons l'expression de la fonction f moins 1
de x. Donc, je fais un petit tableau des valeurs que nous allons compléter ensemble. Donc, sachant qu'on part de moins 3,5 à plus l'infini. Donc, on va prendre moins 1, 0, 1 et 2. Je pense que ces 4 valeurs-là vont suffire pour nous donner l'allure. Et j'aimerais ajouter une autre chose. Lorsque nous avons calculé la limite en plus l'infini de f, nous avons trouvé 1,5. Vous savez que lorsque vous calculez la limite d'une fonction à l'infini, que vous trouvez un nombre réel, ça veut dire tout simplement que la courbe de cette fonction-là admet une asymptote. C'est une asymptote d'équation y est égale à 1,5. Donc, ça veut dire que au niveau de 1,5 ici, on aura une asymptote horizontale. Bon, je vais changer de couleur. Donc, ça, c'est y égale à 1,5. Et lorsque nous avons calculé la limite de f en moins 3,5, on a trouvé l'infini. D'accord? Et vous savez que quand c'est comme ça, ça veut dire que la droite d'équation x égale à moins 3,5 est asymptote à la courbe au voisinage de l'infini. Donc, on va aussi tracer cette asymptote-là. Donc, une fois que nous avons tracé ça, c'est bon. Nous allons maintenant remplir le tableau. Maintenant, on va placer les points. Donc, on a dit f de moins 1, c'est moins 0,33. Donc, si moins 0,5 est là, moins 0,33, on est à peu près là. À moins 1, on a trouvé combien? À moins 1, on a trouvé moins 2. Voilà. En 0, on a trouvé moins 0,33. Donc, on est quelque part ici. En 1, c'est 0. Et en 2, c'est 1 sur 7. 1 sur 7. Bon, on doit être à peu près là. Donc, si je trace, sachant qu'il y a une asymptote, on va partir d'ici, comme ça. On va passer par ce point, là. Et jusqu'à aller chercher. Donc, c'est pas parfait, mais voilà, c'est mon... comment on va dire, vous m'excusez parce qu'il ne respecte pas vraiment le tracé que je lui donne. Prendre des points à chaque fois. Donc, on va prendre certains points. Alors, ici, pour l'asymptote, ici, on aurait au niveau d'ici aussi une asymptote. Qu'est-ce qu'on va conserver d'autre? Cette distance, lui aussi, va s'annuler par ici. Et donc, lui va s'annuler par ici. Et lui, il ne dépasse pas 1,5. Parce que l'intervalle, s'arrête à 1,5. Donc, c'est ici. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Et on va essayer maintenant de la tracer en respectant le plus fidèlement possible cet écart. Donc, on aura un écart ici. Et le même écart, on peut avoir un point ici. Là aussi. Donc, là, je le fais visuellement. Mais vous devez prendre la règle et l'équerre. Donc, on aura à peu près ce tracé-là. Et on va venir vers ici. Donc, si je rejoins tous les points-là, on aura à peu près quelque chose de... Voilà, c'est pas sympa, mais on aura quelque chose. Voilà. Donc, ça, c'est CF-1. Donc, voici, c'est terminé. C'est ce qu'on nous demandait de faire. Donc, nous l'avons fait. Maintenant, nous allons aller sur GeoGebra pour voir un peu si ce que nous avons fait, c'est vrai ou pas.